Mars 2002, Castellar, près de Menton. Dans cette bâtisse, la police retrouve le corps d'un homme, Claude Bichet, un ancien conseiller municipal de 47 ans, tué d'une balle dans la tête. Il avait disparu depuis 1 an. Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à Claude Bichet, un père de famille apparemment sans histoire? Tout commence en 1999. Claude est alors conseiller municipal de Beausoleil, sur les hauteurs de Monaco. Il file le parfait amour avec Maryse, sa femme, depuis 17 ans. Maryse a 2 enfants d'un premier mariage. Claude les élève comme les siens. C'était à l'époque où les enfants étaient petits, les siens et les miens. Il était très gentil, il adorait les enfants. Ah, c'était une vie, on était très bien, très unis, que des bons souvenirs. Claude est un homme dévoué, apprécié de tous. Ses ennemis, il n'en a pas beaucoup. Je veux dire, toutes les personnes l'apprécient. C'était, comme je vous dis, c'était un mec souriant. Je veux dire, il était ami avec tout le monde. Il avait son entreprise qui tournait très bien. Une entreprise de déménagement que Claude et sa femme ont créée ensemble. Il est le patron, elle la secrétaire. Il travaille dur et ça paye. On avait les moyens, hein, je ne cache pas. On a pu se faire construire la villa, s'acheter la maison en Auvergne. Mais tout bascule un jour de septembre 2001. Sur un déménagement, Claude rencontre une femme de 40 ans. Elle est belle, attirante, elle s'appelle Béatrice. Il tombe fou amoureux d'elle. Rapidement, Maryse sent que son mari lui échappe. Et lui, il était de plus en plus pressé de partir le matin. Il allait la rejoindre, il allait mettre les employés au travail, et puis lui, il allait la rejoindre. Voilà. Et puis après, elle m'appelait pour me le dire. Il est avec moi. Il vient de partir, il est resté avec moi toute la matinée. Tu devrais faire attention. Après, il a commencé à plus rentrer, hein, dormir chez elle. Il revenait, il partait, et il ne savait plus trop où il en était. Officiellement, Béatrice est hôtesse dans un salon de massage. Mais dans le milieu de la nuit, elle est connue sous le nom de Lova, une call girl qui vend ses charmes par petites annonces. Entre Claude et sa maîtresse, c'est la passion. Mais impossible pour le père de famille de quitter sa femme. Pendant presque 2 ans, il est tiraillé entre son épouse et sa maîtresse. Entre les femmes, ça a été quand elles se sont rencontrées, ça a été c'est le mien, c'est pas le tien, et tu me rends mon mari, et moi tu me rends Claude. Je veux dire, ça a été un peu... c'est vrai qu'ils se sont un peu prises entre elles, souvent même. Hein. Il était un peu envoûté des 2 côtés, parce que quand il était avec Béatrice, je vous le dis, c'était un homme différent. Quand il était avec Maryse, mais quand il était avec Maryse, c'était il voulait plus partir de Maryse. Et quand il était avec Béatrice, il voulait plus partir de Béatrice. Plus de 30 fois, Claude tente de revenir vivre avec Maryse, sa femme. À chaque fois, il lui jure qu'il va rester pour de bon. Et il m'avait dit, écoute, si j'essaye de partir, tu m'enfermes dans le cagibi. Il y avait un genre de petite pièce noire. Et un jour, il a voulu partir. Donc je l'ai enfermé dans le placard. Et il cassait tout. Il fallait que j'ouvre cette porte. Il cassait tout pourquoi? Pour sortir. Et donc j'ai ouvert parce que bon, il criait, il tirait des coups de pied partout. Et j'ai ouvert la porte et il est parti en courant. Et quand ce n'est pas Claude qui part en courant, c'est sa maîtresse qui vient le chercher. Coup de fil, texto, menace, Béatrice ne recule devant rien pour récupérer son amant. Ça faisait 3 semaines qu'il était là. Et un matin, on était encore couchés, il devait être 7 h du matin. On se la voit derrière la vitre, une sorcière avec une barre en fer. Et elle a cassé la porte d'entrée qui était vitrée avec la barre en fer. Et elle voulait nous massacrer. Hein. Et Claude, il a pris son sac et il est parti. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais la calmer, je vais la mettre dans le train, mais non, il est parti avec elle. Il avait le démon dans le corps. Claude est harcelé par sa maîtresse. Béatrice veut tout savoir sur lui. Où est-il? Que fait-il? Elle l'appelle sans cesse, même au travail. Un jour, on a monté un meuble à Nice, au 15e étage, parce qu'ils n'y rentraient pas dans le monte-char. Puis on n'avait pas prévu de monte-meuble. Et sur 15 étages qu'on a monté le meuble avec lui, 30 ou 35 fois, sur son portable, on s'arrêtait tout à chaque étage. Menacé, ça l'énervait. Ah ouais, c'était constant comme ça. Au fil du temps, Claude devient nerveux. Il est de moins en moins présent sur les chantiers.
c'est Maryse qui doit tout faire. C'était moi qui devais aller faire les devis chez les clients, il ne faisait plus rien. Je devais mettre les équipes au travail, et puis lui, il prenait de l'argent et il sortait madame. Donc, j'ai dit, c'est fini, je ne travaille plus. Maryse finit par quitter son mari. Le couple se sépare, ils vendent la villa et leur maison de campagne. Chacun empoche près de 120 000 €, mais ils continuent de gérer leur entreprise. On a vendu l'Auvergne. En 15 jours, je crois qu'il y avait 150 000 francs, parce qu'à l'époque, c'était encore des francs. Il n'y avait plus d'argent. Ils ont délapidé 150 000 francs en 15 jours. Maryse, c'était le boulot, boulot, maison, boulot. Que là, c'était plus avec elle, on fait la fête les samedis soirs. Il était retombé un peu en enfance, pas en enfance, mais dans une jeunesse peut-être qu'il n'a pas eu. Claude Bichet, qui ne sortait jamais, devient un habitué d'une boîte de nuit de la côte monégasque. Avec sa maîtresse, il ne passe pas inaperçu. C'était un peu un couple assez sulfureux, c'est qu'à le dire. C'était un peu, entre parenthèses, des feux de l'amour. Disons que, bon, elle avait tendance... Bon, moi, ils m'appelaient à leur table. Je restais pas trop souvent avec eux. Et bien souvent, c'était, bon, qu'est-ce que je fous avec ce gros porc je pourrais trouver mieux et tout les... Comme ça. Bon, c'est vrai que c'était une femme qui n'était pas insensible au charme des hommes, parce que les hommes la regardaient. C'est vrai qu'elle était provocante, malgré que c'était une femme qui avait une cinquantaine d'années. Mais c'est vrai qu'elle se faisait draguer. Voilà, pour employer le terme, elle se faisait draguer. Et lui était très jaloux, ça, je le reconnais aussi. Et les relations entre Claude et Béatrice deviennent conflictuelles. Le couple se dispute sans cesse. Claude en serait même arrivé à frapper sa maîtresse. Un soir, Béatrice va se venger. Elle entraîne Claude dans un piège. La soirée commence dans la boîte de nuit où ils ont leurs habitudes. Et lui qui ne boit jamais, ils l'ont fait boire. Et lui, avec un verre, il ne supporte pas l'alcool. Hein. Et en repartant sur Beaulieu, ils ont pris un homme en autostop. Béatrice conduit. Au bout d'un quart d'heure, elle s'arrête, prétextant un besoin pressant. Claude sort lui aussi. C'est alors que l'autostoppeur se rue sur lui et lui assène un coup derrière la tête. Il le blesse au bras avec un cutter. Claude parvient à le maîtriser et s'enfuit. Mais il passera 2 jours à l'hôpital. C'est là qu'il a commencé à prendre un peu du recul avec elle. Donc il a déménagé, enfin il a quitté la maison avec qui il vivait. Claude quitte sa maîtresse et prend un studio. Il est convaincu que c'est elle qui a organisé ce guet-apens. Pourtant, il continue à la revoir. Mais lors d'un repas, il l'accuse ouvertement. C'est là qu'au moment de ce repas, qu'il lui raconte vaguement cette histoire et qu'elle, elle le coupe sur ses phrases. Et à la fin, quand il voyait qu'il n'arrivait pas à parler, qu'il se tourne vers elle, il dit « Mais tant, je sais que c'est toi qui as préparé ça ». Béatrice s'est-elle sentie démasquée? En tout cas, quelques semaines après avoir accusé sa maîtresse, Claude disparaît. Bruno est la dernière personne à l'avoir vu vivant. Oui, monsieur Claude Bichet, donc je l'ai rencontré la dernière fois ici, principalement. Donc on était en train de décharger les cartons du 4x4 au camion. Et voilà, et à 12h30 à peu près, 12h25, 12h30, on s'est quitté ici. Ce jour-là, Claude part en voiture. Il doit revenir l'après-midi, travailler sur un gros chantier. Mais on ne le reverra plus jamais. Le lendemain, Béatrice contacte Bruno. Elle se dit inquiète. Elle n'arrive plus à joindre Claude. Ensemble, ils décident de se rendre chez Maryse, sa femme. Peut-être est-il chez elle. Et tout le long de la route a été vraiment pessimiste. Je sais pas, quand une personne disparaît, le moindre des choses, on est comme plus ou moins, on a une lueur d'espoir, mais là pas du tout. Toujours sur négatif. Mais il est peut-être parti à l'étranger, il est peut-être parti. Puis après, elle me fait, oui, il a disparu, non, à tous les coups, il est arrivé quelque chose, il est mort. Là, ça va, il ne faut pas parler comme ça, je dis Béatrice. Et je me vois Bruno et Béatrice devant chez moi. Elle était là devant, en me criant, Maryse, il y a Claude qui a disparu. Alors je lui dis, Claude et toi, va te faire foutre, j'en ai rien à faire. Et Bruno qui me dit, non, non, c'est sérieux, Claude a disparu depuis hier. Alors je dis, bon, écoute, toi, tu peux venir à la maison, mais elle, je la veux pas chez moi. Et il m'a dit, je crains le pire, parce que Béatrice, elle a même téléphoné à des amis en Auvergne en disant que Claude avait disparu et était certainement mort. Maryse se rend à la police pour signaler la disparition de son mari. Pendant des mois, les policiers cherchent Claude Bichet, sans succès. L'homme et son véhicule restent introuvables. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Mais 4 mois plus tard, Bruno rencontre Béatrice à la sortie d'une boîte de nuit.
Elle lui fait alors une incroyable révélation. Je lui ai demandé, tu as des nouvelles de Claude? Il m'a dit, si toi, surtout, il faut que ça reste entre nous, sinon il va t'arriver des bricoles. Ça, me l'a dit plusieurs fois. Puis c'est là qu'elle a commencé à me dire, ouais, mais Claude, il est mort, hein, c'est pas à peine de... Maintenant, si tu veux, un jour, je te montrerai où est-ce qu'il est. Non, je dis, moi, ça m'intéresse pas. Mais je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, bon, je dis, moi, je t'ai quitté à 12h30. Elle m'a dit, non, il est mort entre 13h et 13h10. Béatrice lui avoue que c'est elle qui a donné rendez-vous à Claude, soi-disant pour visiter une ferme à vendre, et qu'elle l'a bien entraîné dans un piège. Lorsque Claude arrive sur place, il ne se doute de rien. 2 hommes travaillent dans le jardin, ce sont des tueurs à gages. Ils sautent sur lui le roue de coups et quelques minutes plus tard, ils l'exécutent. Sur place, Bruno se souvient du récit de Béatrice. Elle lui a raconté la mort de Claude dans les moindres détails. Elle m'a dit il était à genoux, il m'a regardé d'une certaine façon. C'est ça qui m'a mis, qui pense qu'elle disait la vérité. La façon qu'elle m'a donné la description, c'est vrai, quand il s'énervait, souvent il faisait des gros yeux, des yeux globuleux. Et la façon qu'elle me l'a décrit, je me suis dit, là quand même, là, on ne peut pas inventer ça, c'est impossible. On ne peut pas inventer ça. Ils l'ont fait mettre à genoux, c'est de là qu'ils l'ont achevé avec une balle dans la tête. Et là, ils l'ont tapé 2 fois dans les côtes. Ils ont dit, tu ne t'apprends plus jamais une femme, tu ne t'apprends plus jamais la main sur une femme. Bruno n'a jamais compris pourquoi Béatrice lui a fait cette confession. Elle insiste même pour lui montrer l'endroit où Claude est mort. Il refuse d'y aller. Elle m'a même dit, ce fameux soir, je te montrerai un jour où il est enterré. Je te montrerai. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas. Je me dit, si, tu verras un jour, je te montrerai un soir, on ira ensemble. J'étais un des seuls témoins qui aurait pu parler, effectivement. Donc je pense que si je serais venu ici, j'aurais peut-être fini comme lui, malheureusement. Effrayé, Bruno garde le silence pendant 5 mois. Finalement, il décide de tout raconter à Maryse. Ensemble, ils se rendent à la police. Les enquêteurs placent tout de suite Béatrice sur écoute. Ils découvrent qu'elle a de nombreux échanges avec 2 repris de justice, Laurent Roméo et Michel Co, à propos d'une grosse somme d'argent qu'elle leur doit. Dans les conversations apparaissent aussi un certain Jean-Jacques, propriétaire d'une ferme à Castellar. Les enquêteurs décident d'effectuer des fouilles dans cette propriété. Ils ont creusé et en dessous, il était 1 mètre sous terre, même pas dans une couverture de déménagement grise, et il était là. 1 an après sa disparition, le corps de Claude est enfin retrouvé, enterré dans l'ancien poulailler de la ferme. L'expertise du cadavre montre qu'il a bien été tué d'une balle dans la tête, à bout portant. Ça a fait un choc, parce que bon, vous ne pensez pas jusqu'à la dernière minute qu'on va retrouver quelque chose. Hein. Et là, je me suis effondré. C'était. Moi, ma femme m'a soutenu du début à la fin, et à ce moment-là, elle m'a vraiment soutenu. L'autopsie révèle que le cadavre a été tué d'une balle dans la tête, comme Béatrice l'avait raconté à Bruno. Les policiers la placent immédiatement en garde à vue, ainsi que Laurent Roméo et Michel Co, les 2 repris de justice qui lui réclamaient de l'argent au téléphone. Ils sont soupçonnés d'être les 2 tueurs à gages payés par Béatrice. Je veux dire, pour moi, le premier choc, ça a été, mais qu'est-ce qui a pris? Qu'est-ce qui est passé dans la tête? Cette femme, au sens le plus profond du terme, ne supporte pas qu'on la quitte. Elle ne le supporte pas et elle se venge du fait qu'on n'ait pu la quitter. Béatrice a-t-elle fait tuer son amant par simple dépit amoureux? En garde à vue, elle reconnaît avoir embauché des hommes de main pour infliger à Claude une correction, une simple correction. Ensuite, les choses auraient mal tourné. Cour d'assises de Nice, 5 ans plus tard. Béatrice va être jugée avec ses complices. Elle comparaît libre. L'ex-maîtresse risque 30 ans de prison. Elle clame son innocence. Depuis le premier jour où elle est entendue, elle dit qu'elle a voulu donner une correction à M. Bichet. À aucun moment vous avez un aveu de Mme Hédouin sur une quelconque demande d'assassinat. Ça a toujours été une demande de correction. Et elle a toujours expliqué pourquoi elle avait sollicité cette correction, parce qu'effectivement, alors ils entretenaient, M. Bichet, des relations extrêmement particulières, c'était « je t'aime, moi non plus ». Et ces relations très fusionnelles ont également entraîné une violence de la part de M. Bichet, et qu'à un moment, elle a voulu lui faire comprendre qu'il y avait des gens qui pouvaient la protéger, qu'il ne fallait pas lui porter la main dessus. Simple correction ou exécution? En tout cas, l'autopsie est formelle. La balle qui a tué Claude Bichet
est entré par le sommet du crâne et ressorti par la joue. Claude Bichet est donc mort à genoux. Une correction qui a mal tourné, c'est d'abord un combat, un œil au beurre noir, des bras cassés, des vêtements déchirés, et par la suite, peut-être, parce qu'on n'arrive pas à prendre le dessus sur celui que l'on veut corriger, on le tue. Ce n'est pas du tout les constatations qu'on a pu faire. Cet homme a été exécuté. Dès qu'il est arrivé, il y a eu quelques secondes de discussion, et on a tiré sur lui, c'est tout. 3 hommes sont impliqués dans le meurtre. Michel Caux, c'est lui qui aurait tout organisé à la demande de Béatrice et qui a recruté les 2 hommes de main chargés d'accomplir la besogne. Laurent Roméo, qui aurait administré la correction, et Jean-Jacques Gros, le propriétaire, qui aurait prêté sa ferme isolée, à l'abri des regards. Quelques minutes après son arrivée sur les lieux, Claude Bichet est assassiné. Il faut faire disparaître son corps. C'est Michel Caux qui s'en occupe. Le récit de Michel Caux est particulièrement précis. Il se déplace, il va chez Gros, il constate qu'effectivement il y a un mort, il y a le 4x4, là effectivement il se met d'accord avec Gros, il dit à Gros, toi tu fais disparaître le cadavre, moi je m'occupe du 4x4. Les hommes enterrent le corps de Claude Bichet, le 4x4 ne sera jamais retrouvé. Béatrice, elle, dit n'avoir été informée du meurtre que beaucoup plus tard. Au procès, elle accuse tour à tour Caux et Roméo d'avoir tué Claude et n'hésite pas à menacer Bruno, le principal témoin, ainsi que toute la famille de Claude. Elle était ignoble. Elle n'arrêtait pas de nous faire des gestes pour nous mettre en terre. Elle nous faisait comme ça. Elle a essayé de m'intimider, effectivement, en allant aux toilettes. Elle est passée devant moi, elle m'a dit « espèce d'enfoiré ». Ah oui, ça, elle n'avait pas peur. Hein. Après 10 jours de procès, on ne sait toujours pas qui a appuyé sur la gâchette. Mais Béatrice est condamnée à 20 ans de prison pour avoir commandité l'assassinat de Claude Bichet. Michel Caux, l'organisateur, est condamné à 25 ans de détention. Roméo, chargé d'administrer la correction, à 15 ans, et Jean-Jacques Gros, qui a prêté la ferme, à 10 ans de réclusion. Mais pour Maryse, la vraie responsable, c'est Béatrice. Ah oui, ben, tout est sa faute. Hein. C'est elle qui a ruiné ma vie. Ça la perturbe pas, hein, elle n'a pas de regrets. Pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire à cette femme? Je veux dire, vous enlevez votre père à vie. La chose de sa faire, c'est quoi? C'est prendre quelque chose ou pour faire comme elle? Non, moi ça ne m'intéresse pas. Vous lui en voulez? Oui, je lui en veux, mais elle payera par la justice. C'est tout. Et j'espère qu'elle payera par la justice. Depuis sa cellule, Béatrice a fait appel. Elle sera rejugée dans 3 mois.